Je suis venu aujourd'hui vous présenter les résultats de mes recherches dans le cadre de ma thèse que j'ai réalisée entre 2018 et 2022. J'ai soutenu récemment en novembre. Et comme c'est du droit européen, c'est plutôt juridique, je vais essayer un peu d'éviter de faire une deuxième soutenance de thèse. Donc j'ai un peu adapté, si vous voulez, ma présentation pour que ce soit plus simple et plus accessible à des personnes qui ne sont pas trop juristes et moins techniques parce que je ne suis pas un technicien. Donc je vais commencer par quelques définitions. Je suis conscient que la plupart d'entre nous ont certainement à un moment donné eu à voir à lire la directive Nice depuis 2016. Je suis conscient que certaines définitions peuvent être déjà connues, mais vous verrez que l'intérêt de présenter ces deux définitions spécifiques se présenta par la suite parce que je vais essayer un peu de mettre en évidence la logique, si vous voulez, qui était derrière l'adoption de la directive Nice et qui est importante pour comprendre un peu comment nous arrivons à sa révision, certains changements qui ont eu lieu lors de cette révision, et notamment l'adoption d'une deuxième directive qui a eu lieu au même moment que la directive Nice, ou SRI en français, qui ne suscite pas pour l'instant encore trop de débats, mais elle est très en lien avec la directive Nice. C'est la directive sur la résilience des entités critiques. Donc, dans la directive Nice, SRI de 2016, nous avons une définition des réseaux et systèmes d'information. L'intérêt ici, c'est de garder en tête que elle est en lien avec la directive de 2002, qui était un cadre, dite directive cadre, qui était en lien, qui mettait en place une réglementation pour les systèmes de réseau et notamment pour les opérateurs de télécommunications. Donc c'était un peu, si vous voulez, ça la base. Donc un réseau de communication électronique au sens de l'article 2, donc il y a une liste de plein de systèmes. Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent en exécution d'un programme un traitement automatisé de données numériques ou des données numériques au sens plus large, stockées, traitées, récupérées ou transmises. Et la deuxième définition qui est très intéressante de retenir, c'est les opérateurs de services essentiels sous cette première version, qui est une entité publique ou privée qui fournit un service qui est essentiel au maintien des activités sociétales ou économiques critiques, qui doit être notamment tributaire des réseaux des systèmes d'information et dont un incident pourrait avoir un effet disruptif important. Les deux termes qu'il faut garder bien à l'esprit, c'est l'effet disruptif important et le maintien d'activités sociétales et ou économiques critiques. Pourquoi ? Parce que si on reprend l'historique, un peu comment nous sommes arrivés à la directive Nice, on commence à 2001 avec... On commence à parler de sécurité des réseaux et de l'information, donc SRI. Puis nous arrivons en 2009 et 2011 qui, à mon avis, est un point critique parce que nous voyons apparaître la protection des infrastructures critiques de l'information et dans ces communications, notamment, on voit la mention que c'est lié à la politique de l'Union européenne en matière de sécurité des réseaux et de l'information. Pourquoi ? Parce que il est important d'avoir en tête infrastructure critique et de l'information. Parce que dans la définition qui est donnée dans le livre vert de la Commission en 2005, on voit infrastructure critique. Vous voyez la mention qui est essentielle au maintien des fonctions sociétés vitales de la santé, sécurité, bien-être économique ou social des personnes. Donc on revoit un peu cet esprit qui a été ensuite dans la directive Nice des opérateurs de services essentiels. Donc si vous voulez, il est possible
Et c'est un fait de considérer un peu que les infrastructures critiques de l'information, qui étaient mentionnées également dans ce livre vert, sont un peu les précurseurs de ceux qui sont devenus ensuite opérateurs de services essentiels. Et ça a donné lieu à l'adoption d'une directive en 2008 sur l'infrastructure critique européenne. Toutefois, dans cette directive, il n'y a aucune mention des infrastructures critiques de l'information. Ça a été resté un peu à part et sur la base d'un volontariat de la part des États membres, s'ils voulaient également introduire des règles sur la protection de ces infrastructures en ayant une assistance de la part de la Commission européenne qui avait organisé des workshops à l'époque pour en discuter sur ce sujet. Si je mentionne ça, c'est parce qu'à travers mes recherches de terrain, il m'est arrivé plusieurs fois dans des workshops, voire des intervenants, mettre en évidence également cette directive ICE, qui est sur la infrastructure critique européenne, et sur les présentations des secteurs qu'ils avaient déjà essayé de réguler, on voyait dans le tableau les mentions infrastructure critique de l'information, puis directive Nice. Certains, par exemple, je peux citer la Slovaquie, dont la majorité des secteurs qui ont été ensuite introduits dans la directive Nice avaient déjà une réglementation en lien avec les infrastructures critiques de l'information. Ça a un intérêt parce que ça leur a permis de transposer, d'adopter la directive Nice de manière plus facile et avec beaucoup de changements, parce qu'il fallait l'adapter déjà à une politique qui était déjà en place à ce moment-là. Et en effet, sur les infrastructures critiques de l'information, les cybermenaces étaient généralement discutées en relation avec la protection de ces infrastructures. Ils ne faisaient pas partie de la politique européenne vraiment sur ce domaine, parce que la solution consistait d'aller en parallèle. Même dans les communications sur les infrastructures, même dans les communications, on voyait des mentions où les infrastructures critiques de l'information devaient être menées en parallèle avec tout ce qui était lié à infrastructures critiques. La différence entre les deux, c'est que les infrastructures critiques, c'était la protection physique contre des menaces terroristes, menaces naturelles éventuellement, qui pouvaient provoquer un arrêt de leur fonctionnement, une disruption. Puis, l'aspect cyber était plus lié avec les infrastructures critiques de l'information. Donc c'était deux domaines qui sont restés relativement cloisonnés. Donc ensuite, on voit que ensuite on a la stratégie de cybersécurité où on annonce la directive Nice, une proposition qui est la première directive en matière de cybersécurité. Et c'est un fait parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de directive sur les infrastructures critiques de l'information. C'était juste des communications et les États membres avaient le droit, s'ils voulaient, de l'intégrer ou pas. Donc ensuite, 2016, adoption de la directive. On voit que l'adoption de la directive Nice, SRI, en 2016 et la révision 2002 sont toujours précédées par une stratégie de cybersécurité qui annonce la proposition soit de l'adoption d'un nouveau règlement ou la révision. Puis vous voyez la même année, même les numéros sont presque proches, la révision c'est le 2555, la directive sur la résilience des entités critiques qui abroge la directive 2008 sur les infrastructures critiques européennes, c'est 2557, dont elles ont été presque adoptées de manière concomitante parce qu'il y a un lien entre les deux, mais on le verra plus ensuite quand je présenterai les changements sur la directive Nice. Pour revenir un peu sur les travaux de ma thèse et un peu plus juridiques,
La directive Nice est une directive de droit dur avec une dimension souple. Pourquoi droit dur parce que c'est un acte contraignant quant au résultat à atteindre. Donc, notamment, dans le cas présent, c'était d'un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d'information à travers l'établissement d'un cadre national avec des autorités nationales compétentes, une stratégie nationale, un cadre européen de coopération, identification des entités publiques et privées, opérateurs de services essentiels et fournisseurs de services numériques, puis adoption, mise en œuvre et exécution des exigences de sécurité de notification d'incidents au niveau national. La transposition a duré 2 ans. Les États qui ont transposé dans cette durée étaient l'Allemagne, la République tchèque, Chypre, Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. Le reste des États membres, soit il y a eu une notification que la transposition a été faite de manière partielle, donc il fallait faire certains ajustements. D'autres ont retardé beaucoup, n'avaient même pas fait encore la transposition, comme par exemple l'Hongrie. Tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. En effet, on fixe un résultat à atteindre et on laisse les moyens aux États membres de choisir, de mettre en œuvre pour atteindre ce résultat. Sauf que pour le faire, on a une harmonisation minimale, donc on fixe des obligations, un seuil d'obligation qui doit être le même pour tous. Et à partir de là, on peut fixer des normes plus élevées, et c'est d'ailleurs ce que la directive mentionnait dans son article 3. La problématique, si vous voulez, parfois avec cette harmonisation minimale, c'est qu'elle laisse une marge de manœuvre discrétionnaire importante aux États membres qui peuvent, s'ils font beaucoup de modifications, s'ils imposent un niveau assez élevé de sécurité, c'est d'avoir des différences État par État. Les règles ne sont pas les mêmes, certains États sont plus rigides, d'autres sont plus souples. Et en effet, si on regarde de près les obligations, sur les 91 que j'ai pu recenser, 52 sont des obligations de résultat. Donc les États sont libres de choisir les moyens à mettre en œuvre. Et on s'est interrogé je me suis interrogé sur ce sujet pour pouvoir mesurer l'effectivité de la directive Nice. Est-ce que, de la manière dont elle a été rédigée, est-ce que les États membres ont pu la transposer de manière à la rendre effective ? L'effectivité est une notion extrêmement complexe. Je me suis basé sur la définition de Host et de Van Gershove qui définissent l'effectivité comme l'aptitude de la norme à orienter le comportement de ses destinataires dans le sens souhaité par le législateur. Or, en droit de l'Union, les cas sont assez fréquents de conflictualité entre droit de l'Union et droit national. Car d'une part, le droit de l'Union doit prévaloir et déployer pleinement ses effets sur le droit national, ce qui a donné lieu à beaucoup d'études sur ce qu'on appelle la non-conformité. Donc on s'est intéressé à savoir est-ce que les États transposent les directives dans le délai, s'ils ne le font pas, pourquoi, est-ce que le texte des directives est tel que ça laisse aux États membres une marge pour pouvoir apporter des modifications et parfois des modifications assez larges. Mais ce qui n'est pas souvent mais on reste purement dans l'aspect légal, juridique. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que parfois il y a des facteurs politiques qui peuvent impacter la transposition de ces directives. Donc il faut sortir un peu du champ exclusivement juridique, légal. Car les gouvernements adaptent les règles de l'Union européenne au contexte local pour résoudre des problèmes domestiques et répondre aux demandes du public. Et c'est un nouveau, pas très
très nouveau, mais assez récent champ de recherche qu'on appelle implémentation différenciée. Quand on parle d'implémentation, il faut voir un peu plus large, c'est-à-dire transposition, l'adoption de l'intégration de la directive dans le droit national, sa mise en œuvre par les autorités nationales et son application par les acteurs qui sont visés, et dans le cas présent, les opérateurs de services essentiels à l'époque. Pour pouvoir mesurer ces résistances nationales, j'ai fait appel à 3 facteurs liés aux politiques nationales. L'inadéquation politique, donc il s'agit de comparer la politique qui est mise en place par la directive et les politiques qui sont déjà en place dans les États membres. Et c'est mesuré à travers un degré d'incompatibilité entre les dispositions. Le deuxième facteur, inadéquation institutionnelle, le degré de corporatisme, c'est ce que j'ai utilisé pour mesurer ce facteur. Et notamment ici, l'esprit, c'est est-ce que s'il y a un fort degré de corporatisme, c'est-à-dire lors de l'adoption d'un projet de loi, si vous voulez, au niveau national, si les différentes associations représentant des entreprises ont un tel impact, peuvent avoir un tel impact sur le gouvernement pour influencer la manière dont sera transposée la directive. Puis efficacité administrative. Ici, je me suis basé sur un indice de Kaufmann, de la Banque mondiale, qui mesure l'efficacité administrative en fonction du nombre de personnel, des ressources disponibles. Et ils avaient fait un travail assez intéressant pour chaque État, sur une longue durée. Ils avaient pu mesurer l'efficacité administrative, donc je me suis basé sur ça pour mesurer ce facteur. Les dispositions sur lesquelles j'ai travaillé ont été 8. Je ne vais pas tous les citer, mais en général, c'était la stratégie nationale, les opérateurs, identification, certaines obligations et la coopération, obligations en matière de sécurité de notification d'incidents et les modalités de coopération au niveau national. Les cas d'études, je me suis basé sur une approche des systèmes les plus similaires, c'est-à-dire que j'ai choisi les États membres de l'Union européenne parce qu'ils appartiennent tous à l'Union européenne et donc ils sont soumis aux mêmes obligations. Donc on a un critère commun et on essaie à partir de là d'identifier les différences et de pouvoir expliquer ces différences. Ensuite, pour choisir les 6 cas d'études, je me suis basé sur 3 critères. Élargissement successif de l'Union. Donc, j'ai pris presque un État par élargissement. Configuration institutionnelle de l'économie politique des États membres. Est-ce que c'est une économie ouverte, plutôt fermée, semi-fermée? Et le degré de préparation et de sensibilisation des États membres à la cybersécurité. Le résultat, ça a été de sélectionner la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et la Pologne. Donc, première hypothèse de travail en lien avec le facteur de l'inadéquation politique. Si elle est assez élevée, plus il y aura de modifications de la part des États membres. Cette hypothèse a été rejetée parce que pas vérifié pour tous les cas d'études, et ça n'a pas été vérifié notamment pour la Finlande, qui a été le seul pays, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver certaines explications. Par exemple, la Finlande était le seul pays qui avait appliqué une approche sectorielle, c'est-à-dire qu'elle avait désigné une autorité compétente en fonction de chaque secteur. C'était déjà une politique qui était déjà en place au moment de la transposition. Oui, alors que d'autres États avaient choisi une approche plus centralisée ou semi-centralisée. Par exemple, le Luxembourg, elle avait une autorité compétente pour tout ce qui était secteur financier et une autorité compétente pour le reste. Alors que d'autres avaient une autorité compétente nationale pour tous les secteurs qui étaient visés par la directive. Inadéquation institutionnelle. Même chose, plus le degré de corporatisme est élevé, plus il y aura de modifications. Une hypothèse encore rejetée, car confirmée uniquement en Grèce et au Luxembourg.
l'inadaptation institutionnelle, donc ce qui ressort, c'est qu'elle doit être considérée comme une combinaison de facteurs comportementaux en fonction de la puissance, si vous voulez, des acteurs économiques nationaux, la pression vers le gouvernement ou le législateur pour pouvoir modifier, adapter, disons plus, la transposition de la directive se fait sur un calcul de coûts et bénéfices. Et efficacité administrative, c'est le facteur qui a pu être retenu parce que ça a été confirmé par tous les États membres. Plus elle était élevée, moins, ici c'est l'inverse, plus l'efficacité est élevée, moins l'étendue des modifications. Et ça a été le cas. Mais n'imaginez pas que quand je dis qu'elle est retenue, que dans tous les États, l'efficacité administrative était assez élevée. Il y avait certains degrés moindres, mais disons, voilà, que prenons pour base le zéro, ça a été confirmé par tous les États membres, et parfois en sens inverse. C'est-à-dire qu'on avait l'indice, si vous voulez, de l'efficacité administrative était moins élevé, mais il y avait plus de modifications. Donc, les observations, dans les États avec un moindre préparation et sensibilisation de la cybersécurité, comme la Grèce et la Pologne, je me parle toujours sur la base des indices que j'ai utilisés. Ce n'est pas une mesure que j'ai faite moi. Les règles transposées ont été respectées, voire dépassées. Les dispositions de la directive Nice, la structure institutionnelle, économique, marché fermé, semi-fermé, où l'ancienneté de l'adhésion n'ont pas affecté les résultats des hypothèses, et le degré de l'inéducation politique a été affecté, ce qu'on a dit auparavant, selon l'approche sectorielle ou centralisée qui a été utilisée. Le constat, la transposition de la directive a été largement fragmentée. Quand je dis largement, c'est-à-dire que les différences entre les États membres, au moins les 6 que j'ai pu étudier, a été plus ou moins importante, et c'est intéressant de constater cela dans la mesure où l'objectif aussi de la directive Nice était de développer une coopération européenne et transnationale. Donc qu'il y a un changement quand il y a un incident dans un pays qui soit notifié dans l'autre, ou s'il y a un incident qui est considéré comme suspect également, qu'il y ait une notification. Donc il y a une certaine, si vous voulez, interconnexion, et donc on se demande si dans un État les obligations de sécurité sont plus élevées alors que dans d'autres elle est moindre. Est-ce qu'il sera capable, cet État, d'identifier l'incident et de le noter, et s'il y aura aussi derrière la volonté de le partager lorsque l'incident, notamment, peut avoir un impact transfrontalier. Et d'ailleurs, c'est ce que la Commission européenne, quand elle a fait l'évaluation de la directive Nice et qu'elle a lancé la révision de celle-ci, avait mentionné qu'il y avait une large fragmentation des obligations, de l'identification des opérateurs de services essentiels. Certains États avaient étendu les secteurs au-delà de ce qui était mentionné dans la directive, et notamment le seuil, les critères à partir duquel le nombre d'opérateurs, le nombre d'usagers par exemple, ou pour lesquels une entité fournit ses services, ou la portée géographique de l'impact que peut avoir un incident sur ce service, ont été différents d'État par État. Donc dans certains États, on a eu beaucoup d'entités qui ont été identifiées dans certains secteurs, et dans d'autres moindres. Nous arrivons donc à la directive, à sa révision, à la révision de la directive Nice, vers une modernisation du cadre juridique existant. Les problématiques qui ont été identifiées, notamment, c'est le faible niveau de cyber-résilience des entreprises, un degré, et c'est là notamment la fragmentation dont je parlais, un degré de résilience variable en fonction des États membres et des secteurs concernés. Donc
variation des obligations de sécurité, de signalement des incidents ou du champ d'application de la directive. Puis un faible niveau de prise de conscience conjointe en cas de crise. Là, c'est plus le fait de vouloir, la volonté de bien partager avec un État qui peut être voisin, qui peut être affecté par un incident, de vouloir partager qu'il y a vraiment un problème et qu'ils prennent les mesures. Les solutions qui sont envisagées dans la révision de la directive sont la mise en place. On a étendu le champ, tout d'abord le champ d'application de la directive. Les secteurs sont plus nombreux et les critères maintenant il n'y a plus de seuil d'identification pour les opérateurs de services essentiels. Aujourd'hui, on les appelle opérateurs essentiels et importants. Et les exigences sont plus nombreuses et la solution, c'est de renforcer le niveau de confiance entre les autorités compétentes en renforçant les modes de coopération au niveau européen. Mais je vais revenir sur certains aspects plus bas. Donc le champ d'application, plus de distinction entre les deux entités qui étaient visées par la première directive. Et ce qui est intéressant de noter, et on revient sur ce que je disais au début avec les infrastructures critiques, c'est qu'on voit la mention que les entités recensées en tant qu'entités critiques dans la directive qui a abrogé celle de 2008, l'ICE, sont considérées comme des entités essentielles, quelle que soit leur taille. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau parce que dans la première version de la directive, il n'y avait pas ce lien entre infrastructures critiques et sécurité des réseaux et de l'information. Critères uniformes, toutes les moyennes et grandes entités sont couvertes par la directive, elles entrent automatiquement, donc il n'y a plus de seuil à fixer par les États membres et identifier ces opérateurs, puis les notifier à la Commission. Les micro et petites entités sont exemptées, comme cela était le cas également pour la directive, la première version de la directive. D'ailleurs, il y avait eu beaucoup de discussions sur le sujet, notamment au niveau du Conseil. Est-ce qu'on qui demandait à ce que les micro et petites entreprises soient exclues du champ de la directive. Sauf que dans la révision, on applique certaines exceptions. Et si les micro et petites entités ont un rôle essentiel pour la société, les économies ou pour des secteurs ou des types de services particuliers, par exemple, ils peuvent être considérés comme entrant dans le champ de cette nouvelle directive. Élargissement des secteurs. Bon, j'ai noté un peu les secteurs qui ont été ajoutés en plus: OISE, gestion des services, technologie de l'information et de la communication, interentreprise, administration publique, centrale ou régionale, espace, services postaux, gestion des déchets, fabrication, production et distribution de produits chimiques et de denrées alimentaires, et aussi recherche, le secteur de la recherche. Une autre différence, c'est sur la stratégie nationale. Désormais, on ne parle plus de stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes de réseau et de l'information. On parle désormais de stratégie nationale en matière de cybersécurité. Et on intègre. Et ce qui est intéressant, c'est que désormais, on trouve une définition de la cybersécurité, alors que dans la première directive, il n'y avait pas de telle mention. Et la base est le Cyber Security Act, qui a été adopté en 2019 sur la certification des systèmes qui peuvent être utilisés en matière d'information pour les réseaux. Le contenu est élargi. Au départ, on demandait aux États membres d'avoir à minima certains contenus, certains objectifs qui devaient être mentionnés dans la stratégie nationale. Aujourd'hui, ça a été, mais
les États membres avaient la capacité, s'ils voulaient, d'étendre ces objectifs, et d'en rajouter encore d'autres. Là, on revient sur quelque chose de plus large, qui notamment s'est basé sur le recensement qui a été fait des stratégies qui ont été adoptées entre 2016 et 2022 en matière de sécurité de réseau de l'information pour pouvoir proposer des objectifs qui soient désormais les mêmes pour tous. Par exemple, la stratégie de douane nationale doit définir un mécanisme visant à déterminer les actifs pertinents et une évaluation des risques dans l'État membre. Un cadre politique visant une coordination renforcée entre les autorités compétentes et mise en place d'un socle commun pour l'adoption de politiques dans le cadre de la stratégie. Et les États membres évaluent régulièrement leur stratégie nationale en matière de sécurité. Ça, c'est assez nouveau parce que dans la première version, on ne donnait pas de délai. Maintenant, on impose que ça soit au moins tous les 5 ans et sur la base d'indicateurs clés de performance. Autorité compétente, bon, le rôle a été renforcé, on a rajouté certaines obligations. Obligation de conformité pour les entreprises, la notification d'incidents. Au départ, dans la première version, on parlait d'incidents significatifs avec des critères et on mentionnait exactement quels étaient ces critères. L'incident significatif, ça pouvait être le nombre d'utilisateurs qui peuvent être impactés, la durée, le degré de durée et de portée de l'incident qui peut intervenir et de portée géographique de l'incident qui peut se présenter, alors que dans la révision, on parle d'incidents importants. Et on ne mentionne pas de seuil. On mentionne qu'il faut qu'il ait causé ou étant susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l'entité concernée, ou qu'il est affecté ou il est susceptible d'affecter d'autres personnes physiques ou morales en causant les dommages matériels, corporels ou moraux considérables. Maintenant, cette approche, si vous voulez, c'est un peu mieux que la première version parce que bon, les seuils on ne fixe pas de seuil et les États n'ont pas cette prérogative, si vous voulez, de définir un minima de nombre d'utilisateurs ou de durée. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on mentionne une perturbation opérationnelle grave. Donc, apparemment, la gravité devra être encore une fois mesurée par les États membres sur certains critères. Bon, certainement, il y aura l'ENISA qui va proposer des guidelines pour préciser ce qu'il faut entendre par grave. Ou considérable dans la deuxième condition, mais encore une fois, il y a un risque, si vous voulez, que tous les incidents ne soient pas notifiés. On adopte une approche tout risque, on mentionne l'utilisation de techniques de cryptographie, de chiffrage de données, de contrôle des accès au système, ce qui n'était pas auparavant mentionné dans la première version. On impose qu'il y ait une formation des collaborateurs aux risques cyber et aux bonnes pratiques à adopter pour s'en prémunir, et obligation de déclarer au CISR, tout selon le cas, l'autorité compétente, un incident de sécurité dans les 24 heures. Ce n'est pas mentionné dans la première version, sauf qu'il y avait eu des guidelines de la part de l'ENISA qui disaient, et on mentionnait immédiatement. Dans la première version, on mentionnait immédiatement. Donc dès qu'on a constaté l'incident, on doit le notifier. Mais c'est resté vague et ensuite on a essayé de préciser. Certains États avaient mentionné dans les 24 heures, d'autres avaient gardé le terme immédiatement. Et en fonction du degré de l'incident, certains étaient allés à mentionner également 36 heures. Donc là, c'est fixe. Dans les 24 heures, il faut que l'incident soit déclaré et de présenter une évaluation de l'impact du sinistre dans les 72 heures, puis de fournir un rapport complet dans un délai d'1 mois. Donc on revient sur des règles plus concentrées, plus rigides, en fixant des délais. On ne laisse plus la notification un peu vague et à l'appréciation de chaque État membre. Les nouveautés, on établit des cadres nationaux de gestion de crise cyber.
Donc on a des nouvelles autorités, en plus des autorités compétentes nationales, on a des autorités de gestion des crises cyber. Que ce soit des incidents majeurs et des crises. Recensement, dans ce cadre, on a également le recensement des capacités, moyens et procédures pouvant être déployés en cas de crise, et l'adoption d'un plan national de réaction face à ces crises. Puis, une autre nouveauté, c'est la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Une nouvelle désignation, un nouveau rôle pour les CSIRT qui devront être désignés comme des coordinateurs pour divulguer pour la réception de signalements anonymes de vulnérabilité, puis la mise en place de suivi diligente. On a ensuite le EU Cyclone, Cyber Crisis Link Organization Network, réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber. Donc, vous voyez, on essaie de mettre un peu plus l'accent sur la coopération entre les États au niveau national, entre les différentes autorités, et les États membres et les autres États membres de l'Union européenne. Le reproche qui avait été fait souvent, c'était que certains États étaient enclins à notifier un incident parce qu'ils ne voulaient pas, auprès des autres États membres, divulguer éventuellement une vulnérabilité. Donc les coopérations étaient assez moindres, et non seulement au niveau des CSIRT, mais aussi au niveau des entités. Parfois, on avait des entités qui n'arrivaient pas à communiquer et à avoir une plateforme. C'était le reproche qui était fait plusieurs fois, d'avoir une plateforme de coopération, par exemple, secteur hospitalier. Si on est en Italie, par exemple, et on est proche des frontières, de la frontière avec la France, et il reprochait qu'il n'y avait pas une plateforme pour pouvoir coopérer directement et avoir un échange d'informations sur un incident qui pouvait avoir un impact sur l'État voisin, et qu'il fallait donc passer par le CSIRT, et parfois il n'y avait pas de retour de la part de l'autre État membre. Deuxième nouveauté, recours au schéma européen de certification de cybersécurité. On intègre donc, on lie la directive avec la révision de la directive Nice avec le Cyber Security Act, et on inscrit la possibilité de prescrire aux entités essentielles et importantes l'utilisation de produits, services et processus TIC particuliers certifiés dans le cadre de schéma européen de certification de cybersécurité, ce qui est logique comme nouveauté, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore le Cyber Security Act, mais c'est intéressant de voir comment, avec cette révision, l'Union européenne arrive à faire des liens avec d'autres actes. Et en matière d'études, notamment, ce serait intéressant de voir comment on peut combiner ce qui pourrait avoir des conflits entre les obligations de ces différents règlements ou les règlements européens ou directives. Les défis avec cette révision, c'est que des milliers d'entités jusqu'à présent non régulées en matière de cybersécurité ignorent l'existence de la directive NIS 2. Par exemple, en Allemagne, 40 000 entreprises supplémentaires seront désormais concernées par cette révision. La conformité envers les obligations de sécurité devra être davantage démontrée par des processus systématiquement établis, ce qui veut dire qu'il faudra avoir des gestions de risques, des systèmes qui soient constamment révisés, renouvelés, ce qui peut avoir un impact économique sur les entreprises et les secteurs d'activité au sein de l'Union européenne. Et en plus, on a le niveau de maturité des différentes entreprises en matière de cybersécurité, celles qui n'étaient pas auparavant visées et qu'elles seront maintenant, et qu'il faudra donc mettre en place des moyens pour pouvoir les accompagner, afin que la directive puisse produire un impact sur la cybersécurité. L'intégration des exigences minimales pour les micro, petites et moyennes entreprises, ce qu'on a mentionné auparavant. Certains reprochent le manque de spécialistes des technologies de l'information dans certains pays, qui peut entraîner l'absence d'organismes consultatifs pour soutenir ces nouvelles entreprises qui sont désormais visées par cette révision.
En ce qui concerne maintenant les différentes perspectives en matière de réglementation, la cybersécurité est un domaine complexe et dynamique. Donc il faudra il y a une nécessité pour l'Union européenne de continuer à adapter, de faire évoluer son approche pour relever les défis. Ce qui notamment voudrait dire qu'on pourrait s'attendre à une nouvelle révision ou un acte plus réglementaire, plus holistique dans les années à venir, vu l'évolution technologique, les risques, notamment maintenant avec l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles techniques qui se développent. Portée politique, on voit que cette disons, rigidité désormais dans la révision de cette directive émane d'une volonté politique pour un cadre normatif plus harmonisé. Et puis ensuite, et ça c'est notamment en lien toujours avec ce que je disais, avec les entités critiques, anciennement infrastructures critiques, parce qu'on vient lier, et même il y a plusieurs mentions dans la directive Nice, et ce sera intéressant de voir l'impact que cela aura, parce que désormais les entités critiques qui auparavant étaient plus sur la protection physique de leur système se verront, certaines entreprises ont déjà établi, introduit des mesures de sécurité, des gestions de risques, mais il faudra désormais se conformer aussi à la directive Nice. Donc elles seront considérées non seulement comme entités critiques, mais aussi comme entités essentielles. En matière de perspective, ce sera intéressant de voir l'étude de la mise en œuvre de cette nouvelle directive qui, là, est en cours de transposition, donc il faut attendre 2 ans, donc ce sera à partir de 2024 où on verra les différents textes nationaux, comment ils auront adopté la directive, est-ce qu'il y aura des changements conséquents. Et enfin, pour terminer, ce qui est intéressant, ce sera le lien avec le Cyber Solidarity Act, qui mentionne, qui prévoit la création d'un European Cyber Shield ou Cyber Security Emergency Mechanism. Et on voit beaucoup de mentions à l'intérieur de ce texte, notamment liées à la directive SRI, Nice 2, et aussi avec celle sur les entités critiques. Donc ce sont, je pense, 2 points qu'il faudra garder en tête et voir comment ça évolue, comment ça se combinera entre eux. Voilà. J'espère que je n'ai pas outrepassé le temps disponible. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je suis libre à vous.